Semer la concorde. La nature en ville est presque devenue un sujet marronnier, et c'est tant mieux. Ce n'est plus à démontrer. La nature nous rend de nombreux services écologiques. Rafraîchissement des espaces, captation du CO2, refuge pour la biodiversité. Mais la nature a également de nombreux bénéfices sur notre santé physique et psychique, et elle favorise également les liens sociaux et le vivre ensemble. Pourtant, malgré les nombreux bienfaits et face à l'urgence du changement climatique, nous sommes encore loin d'assister à un raz-de-marée de verdure dans nos villes. Alors, quels sont les obstacles techniques et politiques à la végétalisation? Comment végétaliser plus et mieux pour faire face au changement climatique? Pour répondre à ces questions, je rencontre aujourd'hui Pauline Lyle, chargée de la coordination scientifique à Plantes et Cités. Ce centre technique national œuvre à l'amélioration continue des pratiques de végétalisation des acteurs privés comme publics. Pauline nous explique les missions du centre et nous fait prendre de la hauteur sur les enjeux transversaux que soulève la végétalisation des villes. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public n'a peut-être voulu voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Pauline Laïlle, bonjour. Bonjour. Pauline, tu es chargée de coordination scientifique au Centre technique Plantes et Cités. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les missions de ce centre technique? Oui, avec plaisir. Alors, Plantes et Cités, nous sommes un centre technique national pour l'ingénierie du végétal et de la nature en ville. On est basé à Angers, mais avec bien cette envergure nationale, depuis 2006. Donc on a presque une vingtaine d'années maintenant, on sort de l'adolescence, on va dire. Voilà. On est une association à laquelle adhèrent non pas des personnes physiques comme toi et moi, mais des personnes morales. Donc ce sont des collectivités, des entreprises du paysage qui peuvent être paysagistes, chargés de travaux ou d'entretien par exemple, mais également des bureaux d'études en paysage et en urbanisme. Également des centres de formation, des centres de recherche. Et avec tout ce réseau-là, on a aujourd'hui un petit peu plus de 800 adhérents Oui, ça sur fait un peu de monde. l'ensemble. Ça commence à faire. Sur l'ensemble du territoire français, donc à peu près 250 collectivités de toute taille, beaucoup des grandes quand même, et 250 entreprises parmi tout ce petit panorama que j'ai évoqué. Avec tout ce petit monde-là, on recherche quelles sont les problématiques partagées en termes d'ingénierie de la nature en ville. Donc finalement, comment continuer à entretenir, conserver, développer le patrimoine vert et paysager de nos centres urbains, mais pas que, de l'ensemble du territoire des communes, on va dire, et des collectivités aussi, métropoles, interco. Et donc on recherche quelles sont les douleurs partagées, Ok. à la fois entre le privé et le public, qui sont des problèmes qui peuvent venir de plusieurs points. Il peut y avoir une évolution réglementaire, comme par exemple le zéro artificialisation nette ou avant le zéro phyto, voilà ce genre de choses. Il peut y avoir un contexte économique qui se tend, par exemple, chose que À tout hasard. à tout hasard.
Il peut y avoir, une demande, citoyenne aussi qui émerge pour, préserver les arbres ou, pour, conserver un cadre de vie de qualité. Il peut y avoir aussi des problématiques environnementales, on pense bien sûr au changement climatique, et puis il y a régulièrement, aussi des nouveaux, on appelle ça des bioagresseurs, des nouveaux organismes qui viennent, «menacer» entre guillemets notre patrimoine végétal. Des maladies, des insectes, ce genre de choses? Oui, par exemple. Un dernier exemple marquant, ça a été la pyrale du buis, par exemple, qui a, décimé complètement, à la fois, les buxerets, sauvages en forêt et puis, le patrimoine, parfois historique des buis, taillés dans les châteaux, français, par exemple. Donc, toutes ces problématiques-là, nous, notre ingénierie à Plantécité, c'est d'abord de nous assurer qu'elles sont partagées par une grande diversité d'acteurs, qu'il y a effectivement une carence. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, déjà peut-être, des formations, des guides, ou de l'information, suffisamment accessible pour les professionnels. Et à partir de là, une fois que le besoin est «validé» entre guillemets, nous, notre job, c'est de, concevoir et de mener des projets d'études et d'expérimentation, pour apporter des éléments de réponse, à ces problèmes, à ces problématiques, professionnelles. Et notre expertise, elle va, jusqu'à la diffusion, au transfert des résultats. Parce qu'une fois qu'on a, mené à bien, un projet, et bien, il faut faire connaître les résultats, faire en sorte que, on a fait un beau guide technique. Il faudrait pas qu'il reste, coincé, Prennent la en haut poussière. d'une étagère, voilà. Et donc on sait aussi, produire, des ouvrages, les diffuser, par, différents canaux, organiser des journées de conférences, de visites, et puis, être, nous-mêmes, conférenciers ou participer, dans une certaine manière, dans une certaine mesure, pardon, à des formations pour des techniciens, des élus, des entrepreneurs. OK. Voilà. Tu mettais l'accent sur le fait que c'est toujours des problématiques partagées. En fait, vous ne répondez pas à, la commune, enfin une commune spécifique qui a un problème. Vous faites pas du tout, de réponse de commande. En fait, vous faites, vraiment des études, à large échelle, quoi. Voilà, c'est exactement ça, puisque, nous, on travaille aussi, pour les bureaux d'études. On va pas se substituer, à eux, mais, plutôt on va essayer de les nourrir comme les autres acteurs, les entreprises, qui réalisent et les collectivités. On va essayer de leur apporter des références communes et partagées. Pour, voilà, l'amélioration continue des pratiques, on va dire, et aussi le brassage de retours d'expérience. C'est quelque chose qu'on essaye de faire, de plus en plus, de montrer, il se fait plein de choses très inspirantes, un peu partout. À l'initiative à la fois des entreprises et des communes. Et on essaye de mettre ça en avant, dans nos ouvrages et nos différents centres de ressources, voilà. On connaît bien ça à Dixit, c'est aussi ce qu'on essaye de faire, de faire du brassage de retours d'expérience. J'aime bien l'expression en plus. Pourquoi c'est important aujourd'hui de faire de la recherche sur, la nature en ville, en fait? Pourquoi, aujourd'hui plus que peut-être, il y a parce que bon, ça fait 20 ans, donc peut-être Mmh. plus que dans les années 90, pourquoi il y a une demande peut-être, qui a émergé, Oui, alors, je pense que le regard qu'on porte peut-être sur la nature en ville et puis, tout l'éventail de compétences et d'expertise, dans ce domaine-là a beaucoup évolué. Il y a eu, toute cette, trajectoire qui est bien décrite en urbanisme des différentes fonctions de la ville, qui a été, suivant les époques, plus ou moins hygiéniste, plus ou moins récréatif, plus ou moins, permettant la mobilité, et cetera. Et ce qui émerge assez, fortement à la fois dans la société et dans les politiques, depuis, une vingtaine d'années, bah, c'est ce retour, de la préoccupation autour du cadre de vie, qui s'était déjà exprimé dans l'histoire à travers, les questions, d'hygiène, et c'est à ça qu'on doit, les grandes allées plantées, les grandes avenues, et cetera. Et qui aujourd'hui s'exprime forcément de manière, un petit peu différente, puisque, on est de plus en plus urbain, dans des espaces, des volumes de plus en plus, denses, multifonctionnels et il y a cette préoccupation de faire,
cohabiter à la fois de plus en plus de gens et de plus en plus de fonctions urbaines, dans les mêmes volumes. Et en même temps, cette préoccupation pour la crise du vivant et la crise climatique, tout ça se conjugue autour de populations urbaines, des habitants, dont certains expriment, ce sentiment, de déconnexion ou ce souhait de De retrouver, reconnexion, parfois par un attachement, à ce patrimoine vert. Donc il y a ce sujet de la nature en ville qui s'est, installé, confirmé, de manière de plus en plus palpable, peut-être depuis les années 70-80 au fur et à mesure que, les publics plus scientifiques et techniques prenaient la mesure de ce qui était en train de se jouer, puisque tout ce qui se passe aujourd'hui, a été annoncé depuis un certain temps maintenant. Du coup, tu parles donc de la nature en ville comme un moyen de lutter notamment contre le changement climatique et au tout début de ton explication, tu parlais aussi de cadre de vie. Donc en fait, c'est pas seulement la nature comme moyen de rafraîchir les villes, mais c'est aussi un impact sur la santé, des publics, qui a peut-être un besoin de santé qui a aussi émergé, Mmh. Oui? C'est Bien ça? sûr, ouais, ça fait partie des préoccupations croissantes, on va dire, des habitants et de plus en plus, perçues par, tout le public, prescripteur, à la fois, les politiques et le législateur. Donc ça émerge, assez fortement. Et en fait, au fur et à mesure que, l'attention, la demande, a pris de l'importance autour de ces sujets-là et que, le contexte, s'est tendu. Je veux dire, sur le plan environnemental, ça devient de plus en plus difficile du fait, de ces bioagresseurs, on l'a dit tout à l'heure, qui, arrivent, de plus en plus fréquemment, du fait, de l'évolution du climat qui fragilise, le végétal, du fait de cette, densification, cette intensification des volumes urbains, qui fait qu'il faut de plus en plus, considérer, ce que fait, le voiriste, le VRDiste, le BTP, et cetera, de plus en plus travailler ensemble et essayer de casser les silos. Donc ce besoin en fait, d'expertise, de mise en commun d'informations, de prise de recul aussi sur les pratiques, il a fait que s'accroître. C'est vrai depuis, peut-être les années 80-90 jusqu'à, dans les années 2000, il y a eu, un petit groupe d'acteurs, autour, de la région angevine qui s'est dit: «Bon, ben, voilà, il nous faudrait un centre technique national sur ces questions-là». Et évidemment, il y a pas que Plantécité, on interagit avec plusieurs universités, centres de recherche, INRAE, et cetera. Mais voilà, on a aidé à consolider aussi, cet écosystème sur la nature en ville. Du coup, ce que j'entends, c'est donc à la fois vous faites un travail donc d'études et de peut-être, designer des outils, enfin vous aidez les collectivités et puis les acteurs, peut-être privés, les entreprises qui en ont besoin et vous faites aussi un travail de réseau, en fait, de mise en réseau, de différents acteurs, pour, faire avancer, tous ces travaux, c'est ça? Oui, tout à fait. OK et du coup, tu l'as évoqué, vous avez, open sourcé, en tout cas, peut-être pas tout, mais une partie de vos recherches, donc sur votre site internet, il y a un certain nombre d'études ou d'articles qui sont disponibles, pour, n'importe qui a envie. Est-ce que c'était important pour vous de partager gratuitement vos données et d'open sourcer, ces données? Oui, 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 dès le départ, en fait, c'était vraiment, une des fonctions de Plantécité, de rendre public, toutes ces conclusions, toutes ces productions, techniques. Donc à la fois sur le plan, de la conviction, on va dire, des créateurs, de l'association et aussi, en termes de modèles. Qui est-ce qui paye pour ces travaux? C'est pas seulement, nos adhérents. OK. Si on travaillait que pour nos adhérents, on pourrait effectivement se poser cette question de de tout verrouiller quoi, entre guillemets. Mais les adhésions représentent, entre un quart et un tiers,
de notre budget et tout le reste, ce sont des financements sur projet, OK. qui nous viennent, de différents organismes, le ministère de l'Environnement, la, métropole, d'Angers, l'interprofession Valor, des métiers de l'horticulture, du paysage et de la floristerie. Et puis, des conventions, il y a des appels à projets, par exemple, auprès de l'ADEME, de l'Agence nationale de la recherche et j'en passe. Et dès lors qu'on est, sur ce type de «guichet» entre guillemets et ben, évidemment, on s'engage à produire des résultats, publics et qui vont bénéficier à l'ensemble de la profession. OK, donc c'était un choix à la fois, des personnes qui ont, créé, l'association et en même temps, dû au financement, vous avez aussi, un peu un impératif, Voilà, par de construction et puis ça vient renforcer aussi ce positionnement, comme, centre de ressources partagées et pas, prestataire pour un donneur d'ordre, Oui. qui ferait, qui produirait, un résultat ou de la connaissance, au bénéfice d'un seul acteur, quoi, ou d'un groupe. Oui, c'est ce qu'on disait, au début, Ouais, c'est ça. Du coup, on l'a un peu évoqué tout au long déjà de notre discussion, l'impératif de végétaliser pour lutter contre le changement climatique puisque, on le sait que la nature en ville, ça aide, ça a de nombreux bénéfices. Je pense, par exemple, à la réduction des îlots de chaleur, urbains, à la meilleure infiltration des eaux de pluie, les bénéfices sont, multiples. Mmh. Peut-être déjà revenir rapidement sur, tous ces bénéfices, mais surtout moi, enfin, c'est peut-être une impression personnelle, j'ai l'impression que globalement, on le sait que, mettre plus de nature en ville, ça permet, ça a de nombreux bénéfices et pourtant, il y a pas vraiment de passage à l'échelle. En tout cas, c'est long à se mettre en place. Peut-être, est-ce qu'il y a des freins ou est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est aussi lent? Mmh mh. Alors pour, prendre les choses, un petit peu dans l'ordre, la question des bénéfices, qui sont attribués à la présence de végétation dans l'espace urbain, ça on l'aborde par, l'angle de ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc c'est une manière de conceptualiser ce que les sociétés humaines retirent, des fonctions du vivant. Un des exemples les plus connus, c'est le service de pollinisation qui va nous permettre, tout simplement de produire notre alimentation. Donc, petit sujet. Mais comment est-ce que tout ça s'exprime, en milieu urbain? Et ben, on va pas, produire, enfin, en tout cas, c'est pas pour, la majeure partie de notre subsistance alimentaire, on produit de l'alimentation, sur les espaces urbains. Mais c'est pas ça que je voudrais mettre en avant aujourd'hui. C'est pas tellement les fonctions de production, mais les fonctions, de régulation environnementale et ce qu'on appelle aussi les fonctions sociales de la nature. Donc, régulation environnementale, les espaces végétalisés vont aider à, stabiliser les sols, entretenir, des sols vivants, être, fonction de support de vie, pour toute une quantité d'organismes, grands et petits. Et puis, avoir un effet sur, le cycle local de l'eau, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, localement. Donc c'est, tout ça ce qu'on regroupe, sous ce terme de régulation environnementale et les fonctions sociales de la nature. Et bien, il y a, une question d'attachement, une question de lien communautaire. Ça a été, plutôt bien décrit dans la littérature finalement que les espaces, paysagers, végétalisés, sont des lieux de rencontre, et ça commence à être pris en compte dans, certaines politiques publiques contre, la solitude, par exemple. Je fais un petit zoom là-dessus parce que c'est peut-être un peu moins connu. Carrément. Et il y a toute, une relation aussi, culturelle et spirituelle, que, l'homme, les personnes humaines, entretiennent, avec, la nature et même son expression dans les espaces urbains et ça se voit aussi, par, l'attachement des personnes, en particulier à nos arbres urbains, qui deviennent un petit peu des «totems» Des entre symboles. guillemets, des symboles, voilà, de tout ce qui se joue aujourd'hui, sur le plan de l'environnement. Tu questionnais sur la question du passage à l'échelle. Carrément. En fait, en partant de ce constat, que,
On est peut-être, nombreux, nombreuses à comprendre, presque instinctivement le bien fondé de végétaliser, nos centres urbains. Aujourd'hui, en fait, c'est vrai que les efforts se sont portés peut-être vers des démonstrations, des preuves de concept, de dire: «Regardez, il est possible, d'enlever, une place de parking sur 10, pour faire une fosse d'arbres à la place, il est possible de faire, de piétonniser, des rues pour imaginer l'usage de l'espace, différemment, ou bien il est possible, d'aménager, des promenades plantées pour favoriser les circulations douces, et cetera. Mais, on est peut-être à une période un peu charnière où ce type de projet, est encore un petit peu, ponctuel et pourrait se généraliser. Ça commence à se faire, dans certaines collectivités, des grands projets d'infrastructures qui sont, en fait des projets, de coulées vertes, urbaines, ou en tout cas qui intègrent, ce type de projet, mais qui sont un petit peu, tributaires de ce que l'exécutif local, à ce moment-là, va mettre, en priorité et c'est vrai qu'il y a, de nombreux défis aujourd'hui à relever, dans l'organisation de nos villes et de nos vies urbaines. Et finalement ce choix, cette volonté politique, de mettre ce sujet en haut la pile ou bien de l'utiliser, comme un cadre directeur, on va dire, peut-être pour, organiser les autres fonctions de la ville. Ça, c'est encore, assez ponctuel, voire rare et en fait, ceux qui commencent à prendre le sujet à bras-le-corps, ils arrivent à des propositions, qui sont, très opérationnelles, mais un peu, difficiles à communiquer puisque ça a trait à l'organisation des services de la collectivité, à la manière dont on construit les budgets, à la manière dont on pense les organigrammes, la compétence de la collectivité, les compétences de la collectivité et éventuellement les silos ou la perméabilité entre ces silos. Et ce sont, des sujets vraiment de fond, qui sont bien identifiés aujourd'hui dans le monde, de l'ingénierie territoriale, qui sont matérialisés par le discours de certains élus, mais effectivement qui sont, difficiles à prendre à bras-le-corps, quoi et qui doivent s'accompagner aussi d'un engagement sur le plan des ressources et ça, on sait qu'en ce moment, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Mais c'est intéressant de se dire que, du coup, la nature en ville, c'est pas uniquement décider de planter des arbres, mais c'est aussi comment on organise, en fait, les services métropolitains, comment on décilote les visions, de chacun pour, faire de la nature en ville un axe, transversal au final. Oui. C'est super intéressant comme regard, je l'avais, jamais vu comme ça, donc merci. Et ça me fait pendant que tu parlais, je pensais aussi, on sait que donc la canopée urbaine, enfin donc mmh, la végétation urbaine, il y en a à peu près 30 qui appartient, au domaine public, mais 70 appartient, aux personnes privées, aux entreprises qui ont des petits, jardins et cetera. Comment est-ce que vous avez, peut-être commencé à essayer de trouver des pistes d'action pour, parce que bon, c'est facile pour le public d'aménager un parc, quand ils ont un parc, mais Bien sûr. aller voir, le privé et lui dire: «Bon, bah, ta terrasse, ce serait peut-être bien de mettre, un arbre, dessus», c'est autre chose. Est-ce que vous avez peut-être, des pistes d'action ou c'est peut-être en cours? C'est un sujet qui est un petit peu prospectif pour Plantes & Cités. OK. Donc on est, en train de chercher comment, vraiment s'attaquer à ça. Par contre, on est témoin de ce qui se fait dans les collectivités, forcément. Là, l'exemple que tu as donné du 70-30, en proportion, privé-public, il me semble que ce sont les chiffres de la métropole de Lyon. Tout à fait. Et en fait, on retrouve, à peu près les mêmes ordres de grandeur dans les grandes métropoles françaises. À Rennes, c'est un petit peu plus proche du 50-50, à Nantes, c'est sur du 60-40. Mais dans tous les cas, il y a cette part du privé, qui est importante et c'est pas seulement,
l'emprise, foncière, mais bien la canopée comme tu le disais, donc c'est la part, vraiment recouverte de végétation. Et aujourd'hui, il y a un enjeu, dans le maintien de la canopée à une heure où, en fait, on nous demande de conserver, ces mètres carrés de couvert, végétal. Il y a un enjeu à pouvoir, conserver, la canopée, privée, voire la développer et la construire pour l'avenir, quoi. Et cet enjeu-là, il s'est concrétisé, à travers un règlement, européen qui a été adopté, l'an dernier, le règlement européen pour la restauration de la nature, et qui dit aux pays membres, que, dans les enveloppes urbaines, il va falloir, savoir mesurer la canopée et puis se donner des objectifs, des trajectoires de conservation, puis de développement. C'est-à-dire horizon, 2030-2040, il faut pas en perdre. Horizon 2050, il faut en avoir plus. OK. Voilà. Donc c'est quand même, enfin voilà, quelque chose qui est en train de s'inscrire, dans les directives, européennes et un sujet pour lequel, la France en tant que pays membre va devoir, présenter, un plan de vol. Voilà. Donc ça fait partie des travaux en cours, C'est ça. sur Et cette alors, question. comment les collectivités agissent, sur la question? Bah, il y a un outil qui est important, aujourd'hui, c'est celui de la charte de l'arbre, qui a pas valeur de prescription, mais plutôt, d'engagement volontaire, mais qui sert, déjà à poser les bases d'une culture commune de l'arbre, à travers les différents acteurs du territoire. Donc les propriétaires, de foncier privé, ça peut être, aussi bien des habitants que, des entreprises ou des organismes parapublics. Donc l'idée, c'est de rassembler, tout ce monde-là autour d'une vision partagée de ce que c'est que l'arbre et qu'est-ce qu'on veut en faire ensemble sur le territoire. Et puis arriver, à susciter des plantations, à encourager pour, des bons soins aux arbres parce que ce sujet de la conservation, il est quand même très important. Et voilà, il y a certaines, communes qui arrivent à agir aussi via, leurs, documents d'urbanisme et de planification, en utilisant des outils tels que, le coefficient de biotope par surface ou le coefficient de pleine terre. En gros, ça dit que pour, toute nouvelle construction, il faut, maintenir un ratio donné entre, le nouveau bâti, en tout cas les surfaces imperméabilisées et puis, les surfaces, perméables et plantées de différentes natures. Et puis il y a certains régimes de protection aussi qui s'intéressent, de manière, plus précise à la trame arborée. On peut penser aux espaces boisés classés, par exemple. Donc c'est, il commence à enfin, il existe déjà des outils et maintenant c'est un peu, aux Voilà. collectivités de s'en saisir et de réussir à passer le pas, on va dire. Oui. Hem, pour rester un peu donc sur cette thématique de l'importance de végétaliser, tu l'as dit, le changement climatique a déjà lieu, on voit déjà un peu, donc par exemple l'arrivée des je sais plus comment tu appelles ça, Des bioagresseurs. les bioagresseurs. Un terme qui fait, un petit peu peur, Je mais retiens c'est le comme terme. ça dans le jargon, c'est comme ça qu'on dit. Donc l'arrivée des bioagresseurs, je pense aussi aux périodes de forte chaleur, sécheresse et cetera, où on peut penser aussi aux inondations comme, il y a eu à Bien Rennes, à sûr, ouais. Redon, à Valence, on a eu de plus en plus, malheureusement. Comment ce changement climatique, il impacte en fait les végétaux enfin la nature en ville? Est-ce que ça a déjà des impacts concrets, aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que, changement climatique et végétation, il nous arrive des résultats des espaces, naturels et forestiers. Et c'est encore, différent dans nos espaces urbains. Déjà parce que, on n'y trouve pas les mêmes végétaux. OK, c'est pas les mêmes essences. Voilà, ce sont pas les mêmes essences, et on n'y trouve pas le même, climat non plus. Il y a, une quantité de microclimats urbains, et pas les mêmes, conditions d'existence non plus pour les végétaux. Donc en termes d'essence, il y a une très grande diversité
planter, dans les aires urbaines. À titre, d'illustration, je m'étais fait une petite note. Aujourd'hui, dans les catalogues des pépiniéristes qui alimentent, en fait, nos aménagements végétalisés, il y a un petit peu plus de 1 600, essences d'arbres, d'arbustes et de plantes grimpantes qui sont produites en OK. France. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même, une palette assez large, et qu'on peut augmenter, encore puisque, en cette période un petit peu, d'incertitude sur, quoi planter pour l'avenir, les regards des professionnels se tournent aussi vers des végétaux qui sont, produits, à d'autres endroits. Donc on trouve pas, les mêmes plantes en ville qu'à l'extérieur des villes. Premier point. Ensuite, on trouve pas, le même, climat. En ville, tu l'as dit tout à l'heure, il y a ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc on sait qu'il fait plus chaud, dans les villes que, dans, les campagnes, on va dire, environnantes. En raison, de tous ces matériaux qui vont stocker l'énergie, solaire, et la restituer, durant la nuit. Donc il y a, moins d'abattement des températures. Et il y a des conditions d'existence qui sont, très différentes, aussi puisque les végétaux vont pas avoir, les mêmes types de sols accessibles, les mêmes volumes de sol, et puis des contraintes aussi, pour leur partie, aérienne, liées à ce qu'on pourrait appeler aussi les microclimats puisqu'il va y avoir, peut-être des couloirs de vent, ou de la réverbération, de l'énergie solaire, qui va être, favorisée par, l'organisation des façades, l'orientation des rues, et cetera. Donc ça peut être assez difficile d'être, D'être un arbre en ville. un végétal urbain, voilà. Et le changement climatique, est-ce qu'il affecte, déjà ce patrimoine? Eh bien, oui, c'est le cas. En fait, il y a des résultats scientifiques, il y a une étude avec un nom assez évocateur qui traitait de ça. Parmi d'autres évidemment, hein, c'est pas, des résultats isolés. Et l'étude s'appelle «Live fast, die young». Donc, vivre vite et mourir jeune. En fait, les températures accrues, les niveaux de CO2, accrus, au sein des villes, font que, les végétaux, parfois se développent, plus rapidement, mais ils se développent, de manière peut-être plus grêle ou moins robuste qu'ils ne le feraient, dans d'autres conditions. Et pour des raisons à la fois, liées à l'environnement, aux ressources disponibles, et puis aux projets urbains aussi, parce qu'il y a pas que le changement climatique qui tue les arbres, il y a aussi, nos constructions, nos travaux, et cetera. Et bien, c'est vrai que les arbres urbains, meurent plutôt jeunes. Donc il y a pas de résultats scientifiques vraiment robustes sur, la durée de vie d'un arbre en ville. Dans les esprits, c'est installé, plutôt entre 50 et 120 ans, OK. pour des sujets qui, en conditions naturelles peuvent, dépasser les centaines, voire, milliers d'années, quoi. OK. Ouais, c'est vrai qu'on oublie, peut-être que la durée de vie enfin, que c'est aussi long la durée de vie d'un arbre, Mmh. C'est vrai. Et du coup, tu l'évoquais, donc le changement climatique est déjà présent, il affecte les végétaux qui sont déjà plantés, mais tu le disais, on faut choisir aussi les essences qu'on va planter pour demain et donc réfléchir à quelle essence pour demain. Comment on choisit? Parce que, Mmh. bon, le climat, on sait qu'il change, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Oui. Heu, comment on fait pour choisir, la bonne les bonnes essences, pour demain? Alors déjà, il faut savoir à quoi est-ce qu'on veut, s'adapter. Parce que, là, dans mon énoncé précédent, j'étais un petit peu généraliste, mais, plus précisément, l'évolution du climat fait que, on souffre, de régimes de pluviométrie, perturbés. Donc il y a
moins d'eau à des moments où on en aurait quand même besoin et plus d'eau À des à des moments. moments qui sont parfois un peu gênants. Il y a des périodes de gel qui sont un petit peu différentes, d'avant. L'élévation des températures, perturbe aussi ce qu'on appelle la phénologie, des plantes. Donc c'est en fait, le cycle, comment dire? C'est leur développement au fil des saisons, donc la OK. période, auquel, les arbres vont, produire des fleurs, ou, perdre leurs feuilles par exemple. Ces phénologies, un peu décalées peuvent, les affaiblir aussi. Quand on voit des arbres qui fleurissent ou fructifient, 2 fois dans l'année par exemple, ben, en fait, ils puisent dans ces ressources, Ouais. pour faire ça. Ça l'affaiblit aussi. Donc quels sont les facteurs, les pires, en tout cas, ceux auxquels on veut s'adapter en priorité? C'était, une de nos questions là dans un projet, de recherche qu'on est en train de boucler. Donc sans surprise, en priorité, on s'intéresse aux questions de sécheresse et de température, élevées, les conditions chaudes et sèches. Même si, tu évoquais tout à l'heure des inondations, les épisodes de submersion, prolongée, ah ben, c'est sûr que c'est pas toutes les essences qui aiment ça ou vont être capables de le tolérer. De même que le gel et cetera. Donc on sait que, maintenant qu'on a avancé un petit peu sur la question des conditions chaudes et sèches, le champ de travail n'est pas terminé. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire, de ce qu'on a travaillé dans ce périmètre-là? Déjà, on s'est rendu compte que, du fait de cette, très grande palette végétale, de toutes les essences qu'on est susceptible d'utiliser en ville, en fait, il y avait, beaucoup de trous, de manques dans les informations dont on aurait besoin, pour choisir en connaissance de cause, on va dire, sur toute cette gamme-là. Parce qu'évidemment, il y a certaines essences qui sont très bien décrites, bien travaillées et cetera. Mais d'autres pas du tout. Et souvent, les essences les mieux connues, ce sont celles qu'on trouve aussi dans le milieu naturel. OK. Et celles pour lesquelles on a moins d'informations, ce sont les essences, on va dire, ornementales, par exemple les cultivars ou les obtentions, commerciales, mais qui peuvent avoir un grand intérêt, sur tous les plans, à la fois, paysager, écosystémique, et on manque d'informations à ce sujet-là pour traiter, tous les végétaux disponibles, on va dire, sur, un pied d'égalité dans, nos logiques, de choix des essences, pour l'aménagement. Donc en fait, nous on a travaillé, là sur, à la fois, le potentiel de résistance climatique en conditions, chaudes et sèches, et à la fois le potentiel de rafraîchissement, des plus grands végétaux, donc c'est les arbres, mais aussi les grands arbustes et les grimpantes. Et ce qu'on voit en fait, c'est que ça dépend, de manière, très fine du fonctionnement du végétal. Donc ça a son fonctionnement hydraulique plus particulièrement, donc c'est toute la tuyauterie interne, qui va être plus ou moins, susceptible, à ces conditions, chaudes et sèches. Et il y a certains végétaux qui vont, bien tolérer la chaleur, mais moins bien la sécheresse. D'autres l'inverse, et d'autres qui vont être, bons sur les 2 tableaux, mais qui vont, être moins intéressants pour le rafraîchissement. En fait, il y a pas de, ce qu'on a pu voir en compilant, toutes les infos, disponibles, dans le monde quoi, dans les bases scientifiques, internationales, c'est qu'en fait, on n'identifie pas de, champion absolu. Et presque même, et tant mieux. Parce qu'on a vu aussi, où les logiques de monoculture, même dans l'espace urbain, pouvaient nous mener avec, la perte, des ormes par exemple, et puis, tous les problèmes qu'on a sur les platanes en ce moment avec, le chancre du platane, pour le citer. On travaille donc, sur, à la fois une meilleure connaissance du végétal, et à la fois, comment, diversifier
au sein des plantations et concevoir des aménagements végétalisés qui soient plus résilients et ce, à différentes échelles. À la fois à l'échelle de l'aménagement et puis tu parlais tout à l'heure de canopée, on a peut-être, dit le mot, forêt urbaine aussi. Donc à une plus grande échelle, si on devait penser presque en termes, d'épidémiologie, qu'est-ce qui permettrait de protéger aussi un petit peu ce patrimoine végétal et nous le rendre, à la fois, existant et fonctionnel, ouais, pour l'avenir, quoi. C'est super intéressant, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se recroisent, enfin, comme tu dis, c'est bien d'être résistant à la sécheresse, mais si ça apporte peu de rafraîchissement, ben, ça correspond à une fonction, mais pas à d'autres et donc du coup, l'importance de mélanger, toutes, les essences et de réfléchir aussi, en termes d'échelle, je trouve ça super intéressant. C'est là où on se rend compte que c'est pas, végétaliser, c'est pas juste planter un arbre, sur une ancienne place de parking, mais c'est, vraiment réfléchir, en termes de système, plus large. En tout cas, merci beaucoup, pour cet échange. Avant de terminer, on aime bien conclure sur, une petite recommandation lecture. Je crois que tu nous en as préparé une. Oui. J'avais pensé à un ouvrage qui m'a, enfin parmi ceux qui m'ont le plus, marqué ces dernières années, moi c'était, Sidération de Richard Powers, qui a écrit aussi, L'Arbre Monde qui est peut-être un petit peu plus connu. Et Sidération m'a, vraiment, touchée parce que sur le plan littéraire, je le trouve un petit peu plus abouti et puis, c'est vraiment une histoire qui nous parle, d'altérité et de relation à la fois de l'humain au monde vivant qui l'entoure, mais aussi de l'humain à lui-même et à sa psychologie, en contexte de crise. Je veux pas, divulgacher, le roman, mais c'est, une histoire qui est très bien tournée sur tous ces aspects. Bah, merci beaucoup pour cette recommandation lecture. On la mettra dans les notes du podcast. Pauline, encore une fois, merci pour, cet échange et puis on suivra les travaux de Plantes et Cités pour, parce que c'est très intéressant et puis peut-être, à l'occasion prolonger, cette discussion. Pauline, merci beaucoup. Merci pour cette invitation.